l'axe Dépêche, Midi Libre, etc., sera tenu par un seul homme qui joue déjà un grand rôle. Dans le portrait que je fais de Bailey, je montre comment ça marche dans son département qui était au cœur du pouvoir, qui est le Tarn-et-Garonne. Il a été longtemps sénateur, il était président du Conseil général, et je dois dire que pour lui, au moins dans le Tarn-et-Garonne, la Dépêche est un instrument politique. Et par exemple, sa directrice de cabinet, Sylvia Pinel, se présente à la députation. Des articles, des pages entières lui sont consacrées. Son adversaire a droit à 2-3 mentions. Donc, une caricature de traitement de l'information. Alors, rien ne dit que là où il n'a pas d'intérêt particulier politique, il laissera le champ libre. Ceci dit, aujourd'hui, Philippe Sorel, qui va être candidat pour la région maire de Montpellier, je le rappelle, Sorel cherche une alliance avec Jean-Michel Bailey. Donc, pour moi, c'est autant de points d'interrogation. C'est formidable que Julien Marion ait fait un papier sans problème, alors que le portrait que je fais de Bailey, je raconte ça quand même, comment il fonctionne dans son département. Enfin, en même temps, c'est aux journalistes à prendre leur liberté, ils ne font que leur métier, donc finalement c'est à eux que ça... Mais l'exercice du pouvoir dans le nouveau groupe de presse, qui correspond exactement à la région, à la future région, c'est quand même rempli de questions. Alors, d'autant plus qu'il Bailey ne renonce pas à être un homme politique, il est toujours le patron du Parti radical, et son aspiration c'est de devenir ministre, et pas un petit ministre du tourisme, mais un ministre régalien, ministre de la Justice, ministre de l'Affaires étrangères. Bon. Je voulais dire, en fait, comme c'est quand même loin de ses bases, hein, Perpignan, même Montpellier, c'est pas son truc. Est-ce que là, justement... Non, mais c'est loin de ses bases, et en même temps, la future élection régionale, elle va se dérouler sur cet ensemble régional. Et donc, il y a déjà des alliances qui s'esquissent entre lui et Philippe Sorel. Lui-même aurait bien aimé pousser Sylvia Pinel à la tête de la région. Donc, il y a un jeu politique qui est propre à Bailey et qui peut interférer sur la politique rédactionnelle de l'ensemble de la Dépêche, fait des titres détenus par la Dépêche. moi j'achète la Dépêche fréquemment, souvent, évidemment, pour savoir un petit peu quelle est la rédactionnelle. Ce qui m'impressionne, c'est de voir à quel point la ligne est pro-gouvernementale. Et chaque réforme, chaque acte du gouvernement est applaudi et salué comme quelque chose d'extraordinaire. Non, c'est un instrument politique, ça c'est... Alors, en même temps, Jean-Michel Bailey a signé une charte garantissant la liberté des journalistes, etc. On n'est jamais à l'abri de contradictions. Oui, comme disait Lénine, les traités sont des chiffons de papier. Juste un point sur Bailey pour terminer. Ouais. Je voudrais juste faire une remarque à propos du Monde dont tu as parlé. Lorsque tu disais, j'étais à l'indépendance à ce moment-là, c'est vrai, lorsque le Monde a acheté le groupe, je sais pas, quelque part, je me suis dit, ils se mettent bien, etc. J'étais un peu con, hein, comme beaucoup de gens. Hein, oui, non, on a tout puis finalement, on a eu affaire, comme tu l'as très bien dit, c'est marrant parce qu'on n'en a jamais parlé tous les deux, alors qu'à une époque, on se voyait assez souvent à Montpellier. Et tu as bien vu, de loin, sans être dedans, la manière dont ils se sont comportés avec le groupe Le Monde. Ils ont piqué au moins 25-30 millions rien qu'à l'Indep, ils en ont fait autant vendant les immeubles, la vie catholique qu'ils avaient racheté, ils ont fait pareil, ils ont été désastreux. Je dis simplement, pour que Bailey fasse pire que Le Monde, il faudra vraiment qu'il se lève de bonheur. Hein, parce que là, il ne reste plus rien. Hein, c'est un petit peu les hyènes qui passent après les lions. Hein, non, je pense qu'il est, en même temps, c'est un gestionnaire, donc il ne
suffira pas, à mon avis. Avec une petite pensée pour Aimé Plenel, qui donne des leçons de morale à tout le monde et qui à l'époque était... Il était en 2005 encore, au début des années 2000, il était cadre du Monde, il s'est fâché avec Colombani. Rédacteur en chef. Il s'est fâché avec Colombani en 2005. Le Monde, je ne sais plus la date, hein, peut-être que Julien vous le sait, je crois qu'ils nous ont acheté en 2000, c'était déjà dans le Capital à ce moment-là, enfin. Donc pendant toutes ces années, il a été grassement payé par son journal, et il savait très bien qu'il y avait 25 millions de trous par an, et ce monsieur, Édouard Plenel, il n'a pas posé la question de savoir d'où vient le pognon qui sert à me payer mes émoluments royaux. Donc ce mec-là, il donne des leçons de morale aujourd'hui à tout le monde, à tous les journalistes, c'est la référence. Je crois qu'il ferait mieux quand même de se souvenir de ce qu'il a fait. Et ça me fout hors de moi. Je disais tout à l'heure à Fabrice Thomas que je ne supporte pas les gens de gauche qui se comportent pire que les gens de droite dans le domaine, dans certains domaines. Alors, il faut que les choses soient dites quand même. C'était un chef de rédaction, c'était pas un décideur des choix économiques du journal. Voilà. Oui, mais c'était un rédacteur en chef, il gérait. Il n'a jamais posé la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on fait alors qu'il a été alerté par des gens. Alors, Jean Codoniès a encore une question ou une révélation à nous faire. L'assassin de Kennedy, peut-être. Par exemple, aujourd'hui, si on regarde le numéro de l'Indépendant, sur l'Office du tourisme départemental, il est d'une très grande liberté. Parce qu'il reproduit un arrêt de la Cour des comptes, il révèle des motifs de poursuite judiciaire, notamment avec un récidiviste, sur les marchés de la communication. Et je trouve qu'il y a peut-être un an et demi, un tel article n'aurait pas été aussi libre et aussi percutant, parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a une vérité économique, c'est que l'Office du tourisme est un gros client de l'Indépendant, un très gros client de l'Indépendant. Or, aujourd'hui, on a la preuve que contre un gros client, il y a un article qui est au vitriol. L'article, il est digne du canard enchaîné. Il y a plus. Il pose de façon extrêmement précise, il donne des noms. Bon, il y a Pascal Pouracel qui est cité à nouveau, dont on sait qu'il a entraîné à sa condamnation Christian Bourquin, etc. Donc je trouvais ce matin qu'il y avait franchement une ligne rédactionnelle qui m'a paru nouvelle, voilà, dans ce tour de la liberté. Est-ce que c'est pas l'entre-deux entre Baillet et la passation de pouvoir? Et là, un espèce de... C'est le journaliste Frédéric Michalat qui a fait l'article, qui a eu la liberté totale d'écrire ce qu'il voulait, c'est ça. Après, Plenel, moi, j'ai beaucoup de sympathie pour Plenel. Je trouve que c'est un journaliste utile. D'ailleurs, il est de Montpellier, il arrive de Montpellier au Pézenas. Et franchement, je pense que s'il n'était pas là, avec Mediapart, on n'aurait pas la même République. Il me semble. Je vais faire la parenthèse. Non, Mediapart est une formidable réussite. Alors justement, Jacques Molana a vacances sur Internet. Alors, je suis un peu allergique. Il y a quand même le second ouvrage, le tome 2, oui, sur les conséquences de tous ces portraits, sur quelle est leur action. Est-ce qu'il y a eu des réactions? On n'aura pas de réaction ni de Bourquin ni de Fraîche, mais par exemple de Jean-Paul Alduy. Non, il n'était pas magnifique. L'autre jour, j'ai croisé un de mes modèles qui s'appelle le maire de Castres, Jean-Pierre Grand. Il m'a dit sympathique. Alors, je ne sais pas trop ce que ça a signifié, c'était du lard du cochon. Et Alain Ferrand, non, Alain Ferrand, c'est pas bien passé, j'espérais qu'il soit là. Pas de balle dans une enveloppe, rien. Donc, Jean Codoniès, j'imagine, toi, t'es content, Jean? J'ai déjà donné ma carte. Ah, très bien. Qui c'est qui est dans le coin déjà? Ménard, c'est ça. Ménard, il n'a pas aimé qu'on lui rappelle qu'il était de gauche. Non. Oui, ça, c'est vrai que comme il a reconstruit son itinéraire autour de l'idée qu'il a toujours été réactionnaire. Ouais. Il y a même une photo de lui dans les Hitler Jungen pour le tourner. Donc je me suis inscrit légèrement en faux sur cette affirmation. Il n'a pas aimé que je
aussi que je cite son actuelle épouse, Emmanuel Livache, sa 4e épouse. Ouais. Pour un catholique, ça commence à faire. Tu as fait mal à ma fille. Je lui dis, mais ta fille doit bien savoir qu'elle a un demi-frère de précédent mariage. Donc c'est marrant, quoi. Elle a tendance un peu à idéaliser un parcours, un reportage, oui, un itinéraire, alors que bon, il est autant assumé. Oui, bon, c'est bien, je crois. Est-ce qu'il y a des gens qui ont râlé parce qu'ils n'avaient pas dedans? Ce matin, j'ai eu dans l'ANDEP un propos assez marrant de la part de ta part concernant le maire de Perpignan. Il dit, Pujol, lui dit que finalement, il n'a pas attiré ton attention, ce qui est vraiment. Mais c'est vrai, c'est pas un livre qui se veut exhaustif, hein. Il est très largement arbitraire dans les choix. C'est des gens qui m'ont intéressé, des gens sur lesquels j'ai travaillé, et il est évident que si j'avais voulu faire tous ceux qui estiment qu'ils mériteraient d'être là-dedans, c'est 500 portraits que j'aurais fait, donc je me suis contenté de 54. Monsieur, je sais, je dis moi. Oui, faites. Oui, Jean, on a eu une conversation, c'était dans les années 68, c'était sur la place de la Loge, et c'était avec le président de l'IUT de l'époque. C'était Serra, non? Riera. Riera, il était président de l'IUT? Non. Comment? Oui. Non, il était recteur. Non, Mais il a été président de l'IUT avant. Et Camille Mitterrand était élu, il est recteur. Ah oui, d'accord. Et donc on avait eu un peu un échange de vues à l'époque sur la vie politique et les personnages du département, évidemment, qui t'intéressaient. Et moi, je dois dire que je trouve ce travail tout à fait intéressant, parce que moi, je suis assez régionaliste, donc je parle du territoire, d'un territoire auquel je me sens attaché, et donc je trouve que c'est important. Donc cet axe, cet objectif que tu t'es fixé, donc de présenter un certain nombre des personnalités politiques émergentes de ces dernières années, de ces dernières 30 années peut-être, 30-40 années. Je pense que c'est un sujet de réflexion, ça devrait être poursuivi, parce que là tu amorces, à mon sens, tu amorces un travail de réflexion, de contestation aussi, sur le rôle des hommes politiques, qu'est-ce qu'ils font au niveau de leur territoire, qu'est-ce qu'ils ont fait, est-ce que les territoires, est-ce qu'eux ils ont profité, est-ce que les territoires en ont profité? Bon, moi, une chose auquel je pense souvent, c'est que cette région, donc, quand on a vu la création, les développements qu'on espérait aussi pendant un certain temps, parce qu'on pensait que ça allait être un dépassement. Moi, à mon niveau, moi je suis architecte honorable, mais vu du fin fond d'un département comme les Pyrénées-Orientales, ça n'existe pas beaucoup. Ça n'a pas beaucoup existé. Alors, quand on va à Montpellier, on voit tout ce qui a été fait. J'y vais souvent parce que j'ai ma femme qui est soignée à Val-d'Orel. Donc je vois de plus près un peu tout ce qui s'est passé. Et je trouve que les limites départementales ont été quand même extrêmement fortes. Alors, on parle de l'avenir, on a évoqué donc l'élargissement de la région. Est-ce que ces limites départementales vont être moins contraignantes, c'est-à-dire au moins est-ce qu'il va y avoir davantage de mouvements, de réflexions, de travaux qui vont se manifester au niveau du vécu, parce qu'il y a eu des grands projets, je connais bien évidemment, il y a eu quand même un certain nombre de grands travaux, de grands projets qui
concernait la région. Mais au niveau du vécu, moi j'ai l'impression que ça ne s'est pas beaucoup élargi, hein, parce que même la capitale régionale, finalement, moi j'ai vraiment le sentiment que bon, c'est une ville qui s'est bien développée. Elle est capitale régionale, mais le reste de la région, vraiment, on s'en bat complètement la vie. Montpellier, le désert Languedoc-Roussillonnais. Non, mais voilà, je sais Sauvy, à propos de quand Paris, j'ai terminé mes études, nos ouvrages, c'était le gravier de Paris et le désert français. Bon, c'est pas tout à fait ça, bien sûr, mais voilà, là j'aborde aussi des sujets qui sont également des vastes problèmes. Oui, pour l'élimination des cons pour le général de Gaulle. Et enfin, le dernier point juste que je voudrais évoquer, enfin, une des pistes que me suggère cet ouvrage, c'est est-ce qu'à partir de là, est-ce qu'on ne pourrait pas établir une grille du bon politique et donc on pourrait classer dans les différentes rubriques les notes. Voilà, c'est la question que je te pose. Non, je n'ai pas cette ambition. Je suis tout sauf normatif. Il ne fait pas de fiche. Une dernière question, et je vous inviterai à boire de l'eau. Il y a même peut-être du vin. Il y a du vin. J'ai eu peur, je vois que de l'eau devant. Les gens ont envie de boire. Alors, une fois, deux fois, trois fois. Ah, Julien Marion et Jean Jouandé. Dans le livre, on le voit très bien, le nombre de personnages qui viennent du monde de l'économie, alors plus particulièrement à Montpellier, et qui réussissent très bien leur carrière professionnelle et qui se lancent dans la politique. Souvent c'est même un désastre et ça se passe très mal. Mais qu'est-ce qui pousse ces gens finalement qui ont une situation professionnelle confortable, même une réussite vraiment financière, à aller dépenser leur argent, leur énergie. Et alors en plus dans le livre il y a plusieurs exemples de gens qui dépensent vraiment beaucoup d'argent à faire de la politique et à vouloir exister politiquement. Il y en a surtout un qui s'appelle Joseph Francis, qui est un industriel spécialisé dans le matériel électrique, qui a créé une entreprise qui a très bien réussi et qui l'a revendue en grande partie du moins à un classique du capitalisme hexagonal qui s'appelle Didier Pinot-Valenciennes. Et depuis qu'il a vendu, il s'acharne à s'imposer en politique. Il a été candidat sur la liste des régionales avec Raymond Coudert contre Frêche. Il a fait une tentative pour la dernière municipale. Il a été candidat au conseil général. Et il va d'échec en échec. Il n'a plus qu'un levier politique. Il est le président de l'UDI de l'Hérault. Mais alors, qu'est-ce qui le pousse à... Mon hypothèse, c'est un besoin éperdu de reconnaissance sociale. Il est d'origine libanaise, donc peut-être qu'il se dit que c'est comme ça qu'il peut s'affirmer encore mieux français. La seule explication, il était peut-être à la tête d'une entreprise prospère, mais méconnu. La scène politique lui apparaît comme le lieu où il peut s'accomplir. Moi j'ai cette hypothèse-là. Ce qui m'étonne, c'est que c'est l'acharnement qu'il met, qui s'obstine à aller d'élection en élection, d'échec en échec, et de ne renoncer à rien. Alors à un moment donné, il paraît que Borloo, quand il était président de l'UDI, avait fait une espèce de shadow cabinet, et il y était dedans. Il était avec le rang entre guillemets, de ministre de l'Industrie. Donc est-ce que ces rêves ne vont pas vers là, la scène publique, la scène médiatique, les projecteurs qui
je sors de l'ombre. Enfin bon, il y a... Je n'ai pas véritablement d'explication, mais bon, je raconte dans le bouquin son itinéraire, c'est assez impressionnant. Alors il y a un autre homme industriel qui a fait une carrière politique, mais raccourci, c'est Jean Bousquet, le patron de Cacharel, qui a été maire pendant 2 mandats de Nîmes. Et je crois pouvoir dire qu'au moins pendant le premier mandat, il était un bon maire. Il a secoué cette ville, il a créé par exemple le Carré d'Art, qui est une très belle réalisation confiée à un architecte, Foster. Il a renouvelé Nîmes, il a animé culturellement, mais bon, à un moment donné, il y a des réflexes de patron qui ne cadrent pas avec le jeu politique, donc il voulait être obéi au doigt et à l'œil. C'est pas comme ça que ça marche tout à fait. Jean Jouandet, on ira boire du vin. Oui, bon, un témoignage d'abord, témoignage sur effectivement les espoirs éventuels qu'on peut avoir du regroupement, enfin, de la fusion avec Midi-Pyrénées. Je suis originaire de cette région que je connais bien de plus parce que j'étais en fonction dans le Tarn-et-Garonne pendant 4 ans. Donc, mon opinion, elle est double. Elle est plutôt positive sur le plan politique et plutôt douteuse sur le plan de l'information. Sur le plan politique, je pense qu'effectivement, pour les avoir fréquentés, les hommes et les femmes politiques de cette région ont des comportements assez différents des nôtres. Alors, je ne vais pas faire l'éloge des montagnards, mais il y a quand même une mentalité du montagnard qui est un peu différente de l'homme de Méditerranée, parce qu'il a été ancestralement confronté à un milieu hostile, il n'a pas vécu dans un milieu édénique comme ici, donc la facilité n'est pas le propre de ces hommes-là. Je le dis d'autant plus qu'ayant servi en Savoie et dans le Jura, j'ai fait le même constat. Donc je pense qu'au niveau de la symbiose politique, il peut y avoir effectivement des échanges et que ça peut être fructueux au plan politique. Sur le plan de l'information, en revanche, j'ai été 4 ans au Tarn-et-Garonne à l'époque où c'était Madame Evelyne Baillet qui était présidente de la Dépêche, après le décès de son mari, et avant que son fils, qui jouait les flambeurs, cassait les voitures de sport et faisait la fête dans les boîtes de nuit, avant qu'il n'arrive finalement à prendre la direction. Elle était présidente du Conseil général et patronne de la Dépêche du Midi, et elle ne cachait pas effectivement le management politique de la Dépêche, qui je crois est ancestral, c'est dans les gènes du journal, et elle disait très clairement qu'elle demandait à ses rédacteurs de faire une édition par, je ne sais pas si c'est par département ou par arrondissement, pour tenir compte des sensibilités politiques locales, de l'attente, etc. Bon. Une anecdote aussi, les relations entre la présidente et le préfet et le président, Jean Baillet d'abord et puis Evelyne et les préfets, ont toujours été tendues. Et on raconte, et j'ai vu effectivement des photos publiées dans la Dépêche, des photos de cérémonies devant le monument public, devant le monument aux morts, où on avait coupé la photo, censuré la photo, enlevé le préfet, donc il ne restait que les parements dorés de part et d'autre. Bon, c'est tout à fait révélateur. Alors je ne sais pas si les choses ont changé un petit peu, mais je crains qu'il n'y ait pas, de ce point de vue-là, beaucoup d'espoir à entretenir du côté disons, de l'esprit critique de l'information qui s'exprime parfois, comme le dit Jean Coloniès, mais de façon très intermittente. Je ne vais pas citer d'autres cas où j'aurais des témoignages différents. Alors, bon, après ce témoignage, je voudrais poser une question, parce que vous avez parlé de, quand on vous a posé la question du portrait de la région, de la médiocrité du personnel politique. Bon, alors, je ne pense pas qu'il y ait un déterminisme racial qui fait que les hommes d'ici, du département ou de la région, soient de façon innée plus médiocres que les autres. Donc, alors, est-ce que c'est l'accès au pouvoir
qui, par ce phénomène d'addiction que vous avez bien décrit et que l'on constate, effectivement, leur contamine un virus de médiocrité, ou est-ce que ça n'est pas aussi, et ça rejoint la question précédente, l'absence de contre-pouvoir et effectivement l'autonomie totale, le respect, ou en tout cas la complaisance corporative, je dirais, qui s'exprime dans ce monde politique où se pratique la cooptation, effectivement l'oligarchie et non pas la démocratie. Et moi je suis frappé, je ne vais pas raconter l'histoire de Saint-Cyprien, je l'ai déjà fait ici, mais je suis frappé de voir l'inexistence totale des contre-pouvoirs, qu'il s'agisse du contrôle des médias, on en a parlé, du contrôle de l'égalité, y compris du contrôle judiciaire, et du contrôle populaire, parce que